des thématiques de recherche qui sont extrêmement cruciales pour ces entreprises. Alors nous avons par exemple développé, pour parler de celles qui peuvent vous intéresser, la chaire Commerce 4.0 avec Michel-Édouard Leclerc, qui est là tous les mercredis matins, tous les premiers mercredis matins du mois, de 8h30 à 10h, et qui vient avec un certain nombre de conférenciers, de témoins et de professeurs parler du commerce 4.0. Vous êtes cordialement invités. Je ne sais pas si on pourra, avec Dominique, trouver un système pour que vous mettre dans nos listes de diffusion, nos invitations aux conférences. Conférence remarquable. Hein. J'ai participé à la dernière, en tout point remarquable. Merci, merci Dominique. On a par exemple une chaire avec L'Oréal sur la créativité et l'innovation marketing. Nous avons une chaire avec Unimev sur l'organisation d'événements. Nous avons une chaire sur l'usine du futur. Nous sommes en train de monter toute réflexion sur le big data. Je vois que Dominique... donc de toute façon, moi je suis là toute la journée pour parler de tout ça avec vous. Et merci encore 1000 fois. Et donc ravi, pour reprendre une expression à la mode, d'être en marche avec vous sur les chemins de l'innovation. Merci beaucoup Pascal. D'abord, c'est la 3e édition des Chemins d'innovation. C'est toujours cette histoire que je raconte. C'est une belle rencontre avec Jean-Pierre Géraud, qui en est son président, qui a compris tout de suite ce qu'on pouvait faire ensemble dans le décloisonnement des métiers. On est bien dans le décloisonnement des métiers, du monde de l'ingénieur au monde des usages. Et cette 3e édition, elle est sous le thème « L'énergie d'entreprendre ». Nous sommes tous des entrepreneurs, même si vous êtes des grands groupes. Mais beaucoup de startups sont ici présents aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs de la filière de la communication, vous êtes tous entrepreneurs. Donc, l'énergie d'entreprendre est vraiment le claim de cette journée. Autour de l'énergie d'entreprendre, c'est effectivement des nouveaux business. Parce qu'on est là aussi pour transformer le business. Et je crois que c'est un élément important. Aujourd'hui, 160 startups que nous avons fédérées à nos côtés, on essaie de les promouvoir au mieux pour faire valoir vraiment leurs valeurs distinctives et qu'ils puissent retrouver leur marché. Mais c'est vrai également des entreprises innovantes avec les grands donneurs d'ordre. Ça, c'est un point qui est pour nous important. Nouveau business, réussite, parce qu'on constate qu'il y a énormément de réussite. On partage beaucoup de réussite avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui, hein, à la fois que vous êtes entreprise, je dirais, de la filière, grand donneur d'ordre ou start-up, et bien sûr, acteurs institutionnels. Ça, je souhaite le souligner, et je suis vraiment ravi ce matin. Je sais que Sébastien Topiac est là, je sais que Fatima est là aussi, il me semble l'avoir vu. Bonjour Fatima. Les grands institutionnels sont là, et ils ont compris également toute l'importance de l'innovation. Donc, nouveau business est un élément qui est au cœur. J'ai laissé la parole à Jean-Pierre, qui a pris la hauteur nécessaire. Moi, je suis trop dans l'opérationnel, la hauteur nécessaire pour poser donc l'enjeu de ce matin et de cette journée. Oui, poser. On va essayer. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais m'associer à Dominique pour remercier Pascal Pernet de nous accueillir à l'ESC Europe. Alors, on va commencer par un petit moment de symbolique, parce qu'effectivement, l'Europe et l'énergie d'entreprendre autrement ont été au cœur d'une campagne présidentielle qui nous a occupé quelques mois et dont nous sortons. Et finalement, se réunir sur le thème de entreprendre, ou l'énergie d'entreprendre autrement, au sein de l'ESC Europe, allez, rajoutons la cerise, avenue de la République, est quand même une symbolique tout à fait intéressante. Alors, bien évidemment, on est au cœur des changements de métier, de la transition numérique. Il y a une évolution de la chaîne de valeur, et ce que l'on pense, c'est qu'une des clés de la réussite, il y en a certains, d'autres qu'on abordera, mais une des clés, c'est la capacité des grands groupes et des PME et des startups à travailler ensemble, à innover ensemble. Et je crois que c'est quand même ce qui anime aussi bien l'Observatoire et le comité Richelieu dans, je dirais, la capacité de la mise en relation entre acteurs dont les métiers et les tailles ne sont pas les mêmes, mais qui ont aujourd'hui, un peu comme la fable ou les fables de La Fontaine, montré que petit et grand doivent s'allier pour pouvoir réussir. Alors, point important, il n'est pas ici question de ce que pouvoir public ou politique économique pourrait ou devrait apporter aux entreprises. Il y aura d'autres espaces, d'autres moments. En plus, on attend encore quelques heures pour avoir un premier gouvernement dont on attend beaucoup. Non, ici, il est question de ce que les entreprises, encore une fois, quel que soit leur métier et leur taille, peuvent s'apporter mutuellement. Et c'est ça qui est l'ADN de ces chemins d'innovation.
Alors, les espaces que nous ouvrons à travers les thématiques, les conférences, ateliers, tables rondes, etc., quelle que soit, je dirais, leur richesse, leur contenu, nous revendiquons finalement cette dynamique, nous revendiquons cette authenticité, et c'est ce qui fait aussi la marque des chemins de l'innovation. Et pour terminer, je dirais que finalement, l'ADN que nous partageons avec l'Observatoire, que ce soit celui de l'innovation, d'usage technologique, que ce soit la mise en relation, grand groupe, on appelle ça les donneurs d'ordre dans un autre métier, mais bon, grand groupe, PME, start-up, eh bien, cet ADN est, je dirais, celle qui va nous permettre d'entreprendre autrement. Et finalement, c'est le chemin que l'on vous propose de partager ensemble pour cette journée. Merci. Merci Jean-Pierre. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu à l'écran, peut-être un petit mot, et c'est une première également pour l'Observatoire. On a retranscrit en direct un mot. Je sais que tu reviendras donc à la table ronde tout à l'heure sur la commande publique, mais peut-être un mot pour ce dispositif que tu nous as mis à disposition. Oui, merci. Vous avez effectivement en direct la transcription instantanée de la parole. Ceci est un travail qui est fait par des opérateurs sur des plateformes en France qui sont capables de transcrire à la vitesse de la parole, ce que vous voyez. Et sur la partie droite, vous avez la même chose en langue des signes qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une conférence accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Petit rappel, 10% de la population est sourde ou malentendante. Deuxième rappel, depuis le 9 mai, un décret a été publié sur l'accessibilité des établissements recevant du public, et ce par téléphone ou en face à face. Merci. Merci Sébastien d'avoir permis ce qu'on rencontre Dominique, mais tu auras l'occasion tout à l'heure de largement t'exprimer sur le sujet. Bien, alors, vous avez tous un programme. Si vous n'avez pas le programme, vous demandez le programme. Vous verrez effectivement que ça sera rythmé donc, de conférences, d'ateliers. Et bien entendu, je vous invite à aller donc, dans le village innovation, où vous verrez les innovateurs et les startups qui ont complètement appuyé cette opération. Et je tiens à les saluer tout particulièrement et très chaleureusement parce qu'elles ont été formidables pendant tout le parcours qui est celui qui nous a amenés à aujourd'hui. Donc ça, vous l'avez. Peut-être, Alexandre, tu peux venir une seconde pour nous parler donc, du Social Wall, pour interagir et s'impliquer. Bonjour à tous. Effectivement, donc si... Même 30 secondes, même 10 secondes. En gros, l'idée, c'est de porter l'événement un peu au-delà des murs. Donc il y a un hashtag que vous avez vu, qui c'est hashtag CD Innovation. Ce hashtag est repris sur un social wall qui va être probablement publié à différents moments de la journée. Et voilà, donc l'idée c'est de faire parler au maximum de toutes les interventions et de tout ce qui se dit ici tout au long de la journée. Il n'y a pas plus. Twitter, hashtag CD Innovation et ce sera... Ah, il y a une question. Ah, le code Wi-Fi. Bonne question ça. J'ai pas la réponse, mais je pense que ça va circuler. On va... Ah, il est sur les tables ? Ok, super. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Merci. Alexandre, tout à l'heure pour l'atelier co-création que tu animeras. Donc, ici, finalement, donc, tu as décidé de prendre l'auditorium. Bravo. Donc, c'est l'agilité du monde des startups. Ils décident ce qu'ils veulent. Ils nous font subir ce qu'ils veulent. Et nous, on s'exécute. C'est un truc de malade. Bien, alors, pour cette table ronde, d'abord, je tenais vraiment tous vous remercier ici. Alberto Chalon, donc, qui a accepté donc, de témoigner aujourd'hui. Sébastien Châtelier, donc, qui a également accepté. Je vais les laisser se présenter, hein, Jean-Pierre, ça sera bien. Thibaut Gemiliani, qui en dernier ressort a voulu venir. Je voulais le dire quand même, hein, je voulais le dire, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein, et je suis vraiment ravi que vous soyez là. Alors, Jérémy, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, mais ça fait partie de mes coups de cœur, donc il ne pouvait être que là. Et puis, Sébastien, eh bien, je vais te laisser peut-être la parole, parce qu'on a monté le partenariat avec le SCP, mais aussi avec de la chaire entrepreneuriat, et ce qui montrait bien également toutes les valeurs qu'on voulait porter autour de l'entrepreneuriat. Je vais peut-être vous demander, avant même de te laisser la parole, allez, 1 minute chacun pour se présenter. Bonjour à tous, Sylvain Bureau, je suis directeur scientifique de la chaire entrepreneuriat de SCP Europe qui existe depuis 10 ans et également cofondateur d'une start-up dans le domaine de la communication. Voilà, Storymaker. Alors bonjour, je m'appelle Jérémy Awad, j'ai 24 ans, je suis cofondateur et directeur du produit chez Yellow. Pour ceux qui ne connaissent pas Yellow, c'est un réseau social basé autour de la découverte d'amis et notre cible c'est les 13-17 ans. Voilà.
Bonjour à tous, donc Thibaut Geminiani, moi je suis directeur général de Figaro Classifieds. Figaro Classifieds, c'est une filiale du groupe Figaro qui est spécialisée, enfin qui est en fait c'est le leader français des annonces classées sur Internet. On a réalisé qu'on était le leader français quand on a repris à la barre du tribunal Viadeo, qui est un ex-fleuron de la French Tech, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà pour la présentation. Bonjour, je suis Alberto Chalon, cofondateur et directeur général de Compte, le moteur de recherche français et bientôt européen. Bonjour à tous, je suis Sébastien Châtelet, je suis directeur général d'un groupe industriel qui s'appelle Eolan. J'ai la chance de porter une double casquette puisque je représente à la fois Eolan qui est un leader français et européen, une ETI industrielle en conception et fabrication d'ensembles électroniques, et également la Cité de l'objet connecté puisqu'on se réinvente dans l'industrie, et donc on a ouvert récemment, il y a 2 ans, une structure assez originale à Angers qui s'appelle la Cité de l'objet connecté, qui accompagne tous les porteurs de projets, petits et gros, dans la conception, la fabrication, l'industrialisation et la commercialisation de leurs objets connectés. Bien, on va commencer cette table ronde. Alors l'idée, c'est d'être aussi interactif. Donc on va demander, on va jouer avec Dominique un petit peu les pairs Fouettard, dans le sens où on vous propose d'abord de vous présenter ces faits, et puis de rentrer tout de suite sur le sujet. Alors d'abord peut-être un petit mot de Sylvain Bureau sur la chaire, et puis on va vous écouter, et on va essayer aussi d'être interactif dans le sens où s'il y a 1 ou 2 questions à la fin de chaque présentation, eh bien on les prend, on ne débordera pas trop, donc on n'en prendra qu'1 ou 2, quitte à revenir dessus si on a un peu de temps à la fin. Peut-être un mot avant de te passer la parole. Oui, on a voulu une réponse face au GAFA. Alors, il ne s'agit pas d'aller rivaliser ou d'aller se mettre en confrontation, et on le verra d'ailleurs, on a beaucoup parlé ensemble sur cet écosystème nécessaire dans lequel les GAFA ont un rôle extrêmement important, sinon parfois prépondérant. Je crois que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de parler de la réussite. C'est parler de la réussite à la française. Et ce que j'ai ressenti, et ça c'est le fil rouge qui existe autour de cette table ronde, on pourrait dire, Jérémy, c'est Snapchat. Mais tu vas me dire, non, c'est pas ça. Hein, Viadeo, c'est LinkedIn. Courant, c'est Google. Et toi, c'est encore autre chose. Hein, c'est les objets connectés. Donc voilà, non, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire, et tous ces entrepreneurs ici, à la tribune, ont un point commun, c'est qu'ils cherchent à se démarquer. D'abord, ça c'est un premier point. Deuxième point, ils sont eux-mêmes dans une vraie énergie d'entreprendre. Troisième point, ils ont des valeurs. Et vous le verrez, donc, dans les produits qu'ils portent, dans les enjeux qu'ils portent, ils portent beaucoup de valeurs. Et ils sont extrêmement précautionneux, je dirais, de ce qu'on appelle quand même le consommateur. Et ça, c'est un élément tout à fait... Donc, ou le citoyen, comme on veut l'appeler. Donc ça, c'est un élément déterminant. Voilà. Maintenant, eh bien, à toi la parole. Merci. Bien. Donc, les GAFA, c'est une histoire qui dure depuis bientôt 40 ans, finalement. Donc, on parle de GAFA récemment, mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Alors, moi, je n'ai pas cette historique, mais je travaille sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Et la première fois que j'ai travaillé sur la question de l'entrepreneuriat, c'était dans une école qui est un peu plus loin de Paris que ESCP Europe. C'était en fait, j'encadrais des projets entre des élèves de Polytechnique et d'HEC. Et à cette époque, c'était quand même, on était après le boom de la dette économie, c'était un peu marginal de faire des cours en entrepreneuriat. Et c'était des cours qui étaient très centrés sur le business plan. Et donc assez analytiques. On réfléchissait beaucoup et on parlait beaucoup. Une des raisons pour laquelle la chaire entrepreneuriat a décidé de collaborer avec Oscom Media aujourd'hui, c'est que les hypothèses, les principes, les convictions qu'on a, je pense, sont partagées largement avec vous. Et donc j'aimerais mentionner 3 éléments qui me semblent déterminants sur ce qui a changé de façon extrêmement forte par rapport à cette période de début des années 2000. Le premier changement, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une vraie méthode de travail qui contribue à faire basculer le XXIe siècle vers la fin peut-être du management tel qu'on l'a connu. Donc moi, ce que j'observe à la fois auprès des étudiants, auprès des entrepreneurs, auprès des grandes entreprises, c'est une transformation radicale du management qui était historiquement pensé comme faire. On fait faire des choses aux gens, alors que l'entrepreneuriat, c'est faire. Et je crois que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des gens qui font plus que des gens qui font faire. Et une des questions dans la communication, c'est comment on arrête seulement de faire à des prestataires, mais comment on fait soi-même avec des gens. Et donc faire, ça implique une façon de penser, une façon d'agir radicalement différente. Et ce sujet du faire,
Il est évidemment essentiel, incontournable, déterminant pour un entrepreneur, sinon ça ne peut pas fonctionner. Mais il est, et c'est ça qui me semble fascinant, de plus en plus incontournable dans le monde des grandes entreprises. Alors, ça va très loin. En 2014, la chaire entrepreneuriat a collaboré avec la branche spatiale d'Airbus sur des ateliers de travail pour des projets spatiaux ou des projets de rapatriement de technologies spatiales sur le terrestre dans des modèles de bricolage, de prototypage très surprenants pour cet univers où l'exigence est maximale en termes de qualité. Donc, cette nouvelle méthode de travail, elle fait face à 2 défis majeurs qui me semblent particulièrement illustratifs des élections présidentielles. Le premier défi, c'est l'incertitude, qui n'a rien à voir avec le risque, parce que le risque, on peut le calculer, on peut l'analyser avec les big data. L'incertitude, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et personne n'aurait pu penser qu'Emmanuel Macron allait devenir président de la République il y a 2 ans. Personne n'aurait pensé à Facebook, à Google, à Amazon, etc., etc. Et donc la question, c'est comment on pilote une entreprise quand on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. L'entrepreneuriat est une réponse, et c'est une des raisons pour laquelle une entreprise comme Airbus travaille sur ces logiques-là, parce que SpaceX n'existait pas il y a quelques années, était impensable il y a quelques années. Et le troisième sujet, au-delà de ce basculement des méthodes de travail qui concerne les grands groupes et la relation avec les startups, c'est la question de la transformation sociétale. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'entrepreneuriat a été pensé comme un enjeu économique, essentiellement économique. Aujourd'hui, on voit bien que l'entrepreneuriat, c'est non seulement de l'économie, mais c'est aussi la transformation sociétale qui change notre façon de vivre au quotidien. Et je pense que c'est aussi ça qui est assez fascinant avec les entrepreneurs, c'est qu'ils vont faire évoluer notre façon de vivre notre quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura aussi ces éléments-là en réponse. Alors, je ne sais pas si je donne quelques éléments de chiffrage sur le défi des GAFA par rapport à la situation en Europe tout de suite ou plus tard. Oui, peut-être rapidement, et puis effectivement, oui. Alors, juste pour quelques éléments de grandeur par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que les choses vont très très vite. Les GAFAS, évidemment, et les licornes, donc ces entreprises de plus d'1 milliard d'euros de capitalisation qui ont moins de 10 ans, c'est vraiment la phase dont on parle dans la presse. Mais derrière, il y a un phénomène massif avec des ordres de grandeur radicalement différents entre le continent européen notamment et ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe en Chine ou en Israël. Juste un chiffre qu'on a co-construit avec nos partenaires, donc EY, avec qui on travaille depuis 10 ans, donc notamment Franck Sebag et Jean-François Royer. Si vous prenez les entreprises qui, en 2014 et 2015, ont levé plus de 15 millions d'euros et que ces entreprises ont moins de 8 ans, vous avez 42 entreprises qui respectent ce critère en France. 42. En Angleterre, il y en a plutôt une 60aine. En Allemagne, il y en a à peine 40. Quand vous êtes aux États-Unis, on est presque à 1600 entreprises. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, la France crée plus d'entreprises relativement au PIB qu'aux États-Unis. Par contre, la France a d'énormes difficultés à accompagner la croissance de ces entreprises. Et il y a une croissance massive et d'envergure. Donc je pense qu'un des sujets, je crois, de cet atelier, c'est aussi cette capacité à grandir et à faire croître ces entreprises sur des marchés qui sont évidemment différents. Mais au-delà des États-Unis, vous avez un pays comme Israël qui aujourd'hui a un PIB 8 fois inférieur à la France et qui a plus d'entreprises à forte croissance que la France. Donc il y a un vrai défi à relever qui est largement atteignable pour un pays comme la France. Je reviendrai sur certains éléments, mais je pensais que c'était important de rappeler ces éléments-là avant de commencer le débat. Merci Sylvain. Un point, vous savez, le monde de la communication et du marketing qui est quand même ici qui est très largement représenté, il ne faut pas oublier, et je passerai la parole à Alberto ensuite, on est quand même frappé de constater ces 3,5 milliards qui impactent le monde de la communication aujourd'hui. Plus de 80% de ce revenu est aspiré par les GAFA. Il faut quand même qu'on se le dise. C'est une réalité. Et simplement pour le clin d'œil, le chiffre d'affaires de Google en France, c'est 300 millions. Alberto, à toi de parler. Pardon. Malheureusement, beaucoup plus, ou bien une bonne nouvelle, quand on a une opportunité d'avoir plus de parts de marché et faire un chiffre d'affaires plus important. Je vous remercie. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à cette 3e édition du Chemin de l'innovation. Compte qui nous sommes. On est un moteur de recherche et donc on a notre place à cet événement parce que le moteur de recherche, il a aussi un côté de communication, de publicité et de marketing. Un peu de chiffres. Compte, dans le 2016, a traité 2,6 milliards de requêtes. Le mois dernier, on a reçu 36 millions de visites. Pour ce qui concerne le 2017 a commencé très bien pour nous, car on a complété une augmentation de capital importante, 18,5 millions, donc plus des 15 millions que c'était votre étude.
avec Caisse des dépôts et consignations et notre actionnaire historique, le groupe allemand Axel Springer. Cela en plus des 20 millions qu'on a réussi à avoir comme prêt de la Banque européenne d'investissement. Avec ces moyens, on veut donner des réponses structurées, de plus en plus structurées, à la question de la souveraineté numérique française et européenne. Parce qu'il y a vraiment une question de souveraineté, en plus du danger économique. En effet, Internet est devenu le nouveau continent de conquête, dans lequel les GAFA, les grandes entreprises, essayent de faire terrain de conquête, de plus en plus. Et malheureusement, en ce moment, la France et l'Europe, c'est un point de faiblesse. Personne, mieux que, je pense, notre associé et président du groupe Axel Springer, Matthias Döpfner, a évoqué cette crainte dans une lettre ouverte qu'il a envoyée à Schmidt, le CEO de Google. Permettez-moi de vous lire le passage plus important. Nous devons ouvrir la discussion à propos du pouvoir de Google. Dans l'intérêt d'un écosystème sain de l'économie numérique à long terme, cela touche à la concurrence, et pas seulement économique, mais également à la politique. Cela touche à nos valeurs, notre conception de l'homme, notre ordre social mondial, à notre avis, avant tout l'avenir de l'Europe. Je pense que cela, c'est vraiment une synthèse du problème qu'on a face à cette situation hégémonique des GAFA. Un petit historique de Compte. Compte a été fondé dans le 2012 par Éric Léandri, notre président, un expert en sécurité informatique, par Jean-Manuel Rosan, notre VP, un spécialiste dans l'investissement tech, moi-même, italien, entrepreneur dans la mode et dans le digital, et avec le soutien de quelques angel investors. Dans notre métier aussi, il y a une anomalie qui confirme les cas d'études. Google a plus que 90% de parts de marché en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où il a que, entre guillemets, 65%. Et donc, cela n'est pas même vrai en Russie, où il n'a pas la majorité, n'est pas vrai en Chine, n'est pas vrai en Japon, n'est pas vrai en Corée. Et il y a plusieurs petits marchés dans lesquels, où il y a une alternative, cette alternative a pu avoir de la croissance. Et donc, pourquoi l'Europe n'a pas une alternative? Et voilà la raison d'être de Compte. Naturellement, il faut arriver sur un marché avec une proposition de valeur, et voilà nos propositions de valeur. La première proposition de valeur de Compte, c'est le respect de la vie privée des utilisateurs, qui est une valeur importante pour les Européens, parce que, comme vous savez, les lois et les conceptions des Européens en termes de respect des data et de la vie privée est totalement différent de ce qui se passe aux États-Unis. Deux, des résultats neutres qui ne sont pas biaisés par qui vous êtes ou qui vous faites. Ça ne nous intéresse pas de savoir si vous avez voté pour Macron ou pour Fillon. Ça n'intéresse pas de savoir si vous habitez à Paris ou à Nice. Quand vous venez chez Compte, vous exprimez un besoin et on répond à toutes les personnes dans la même manière. Et il n'y aura pas un intérêt de ciblage, il n'y aura pas un intérêt économique pour donner des réponses différentes. Et on pense que cela, c'est deux valeurs très importantes qui sont très cohérentes avec l'Europe. En plus, on essaye de donner une interface totalement différente et des services à valeur ajoutée. On a plein de nouveautés pour le 2017-2018 à vous annoncer et suivez-nous. Y a-t-il un modèle économique possible? Parce que ça, c'est la question que tout le monde me pose quand on exprime nos propositions de valeur. Parce qu'à la fin, il faut quand même faire en sorte que notre entreprise, que toutes les entreprises soient en mesure de créer de la valeur. Eh bien, la réponse est oui. Depuis le juillet 2016, Compte monétise son trafic de manière éthique et de manière très simple. Quand quelqu'un vient chez nous, chez Compte, on va répondre de deux façons. Une, à travers l'indexation naturelle, et deux, à travers des liens sponsorisés contextualisés. Du fait qu'on ne connaît pas qui vous êtes, du fait qu'on ne sait pas d'où vous venez, on ne va pas pouvoir vous suivre, on ne va pas revendre la data, et donc on va s'arrêter à la monétisation quand vous êtes sur le site compte.com. Laissez-moi vous dire que comme Italien, je suis vraiment surpris et franchement, Compte est réussi à la française. En Italie, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait ici parce que l'écosystème français du numérique en termes de soutien, pour moi, est formidable. Quelques exemples. Il y a les programmes BPI de financement et de soutien qui sont accessibles. C'est un sujet sur lequel tu interviendras sur la table ronde avec Philippe et avec Jean-Claude. Okay, je mentionne rapidement dans 2 minutes, absolument. BPI, Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante,
la possibilité d'accéder à Caisse des dépôts comme partenaire, comme associé. En plus, Business France, l'organisation à l'étranger, quand une boîte française va à l'étranger, Business France se préoccupe de vous contacter. Ils m'ont contacté sur mon LinkedIn pour me dire « Venez nous voir, on est là pour vous aider ». Ils vous aident à trouver des bureaux, ils vous aident à trouver des employés, ils vous aident à contacter la presse pour faire la démarche de votre entreprise. Cela est formidable. En plus des organisations French Tech, où je vois qu'il y a vraiment une envie de travailler ensemble à l'étranger. Bon, qu'est-ce qui nous manque ? Pour ce qui concerne Quant, on est ouvert à toutes sortes de partenariats. N'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on doit faire comme Français, comme Européens, c'est commencer à utiliser les services français quand ces services sont à un bon niveau. Il faut vraiment qu'on commence à utiliser, à être plus nationaliste, plus européen. Ce qu'ils sont très capables de faire les Américains, c'est de marketer leurs produits, le vendre. Et donc, voilà pourquoi 90% de part de marché dans notre métier. Mais cela est valable aussi pour LinkedIn et Viadeo. Donc, le message, c'est utilisons de plus en plus les services européens. Merci Alberto. Merci Alberto. Sébastien, donc moi je retiens un mot de nos échanges. Tu m'as parlé de génie humaniste. Bon, alors on est loin des objets connectés, mais ça m'a quand même résonné très fort lorsque tu m'as parlé de ça. Bref, je te laisse la parole. On m'a encouragé à réfléchir sur ce qui constitue l'exception, enfin le succès à la française. D'abord, je veux remercier les équipes de Quant pour le travail qu'elles font, et c'est vraiment extrêmement rassurant et rafraîchissant de voir des gens tenter crânement leur chance face aux GAFA, et j'espère avec succès. Nous, on a la chance de voir beaucoup de projets démarrer à la fois parmi nos clients qui viennent pour des besoins de conception électronique, mais aussi les startups et les entreprises qu'on accompagne à la Cité de l'Objet Connecté. L'humanisme, je pense que si je voulais résumer probablement les trois facteurs principaux de la réussite à la française dans le milieu du tech, c'est probablement d'abord, je pense, une capacité à marier le produit et le digital avec pas mal de talent. On assiste à un vrai retour en grâce des objets. Après l'ère du numérique, on assiste à un retour en grâce du physique, et donc nous, on essaie donc d'accompagner nos porteurs de projets pour concevoir et fabriquer des beaux projets, des beaux produits, des beaux objets. Et je pense qu'on a une chance en France, c'est qu'on est capable, avec nos excellents ingénieurs, de répondre aux attentes des porteurs de projets avec une certaine agilité, sans avoir besoin d'aller consulter des bureaux d'études et des fabricants à l'autre bout du monde. On est capable de concevoir en bas de chez nous des projets et réaliser des prototypes très performants. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense, un écosystème effectivement assez remarquable. Sylvain parlait tout à l'heure du nombre limité de startups qui grandissent, mais nous, on voit beaucoup de startups qui naissent. Alors après, le défi, c'est effectivement de les faire grandir. Je pense que la délégation, pour ceux qui ont assisté au CES de 2017, l'impressionnante délégation française French Tech suffit à supporter mon propos. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est pas tant le nombre d'entreprises que la manière dont elles se sont rendues au CES. On a constaté cette année de plus en plus de grands groupes français qui venaient accompagnés d'un aéropage de projets, de start-up. Ça m'a beaucoup frappé, que ce soit La Poste, Enedis, EDF, beaucoup d'entreprises en transformation qui emmenaient avec elles des start-up. Et nous, c'est la carte qu'on essaie de jouer à la Cité de l'Objet Connecté à Angers, et dans le groupe Éolane en général, qui est cette carte alors le terme ne doit pas être pris au pied de la lettre, encore que ce terme de fertilisation croisée, où on échange les pratiques et les sujets et les solutions entre grandes entreprises, grands groupes et petites startups. Et puis le troisième point qui m'amène peut-être à la question de l'humanisme qu'on a abordé avec Dominique avant cette réunion. Je pense qu'en France, pour avoir vécu 6 ans à l'étranger il n'y a pas si longtemps, dans un pays anglo-saxon, l'Australie en l'occurrence, on a un certain talent, et je dois saluer donc l'ESCP Europe en particulier, mais aussi toutes les universités et les écoles qui forment des gens de talent que j'ai la chance de côtoyer dans mon travail tous les jours, pour manier à la fois la rigueur de l'analyse, la rigueur scientifique et la créativité. Je pense que c'est une exception tout à fait française, et il faut qu'on la cultive. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais passer la parole à Jérémy. L'une de nos adhérentes, je ne sais pas si elle est là, Sacha.
Karine, tu es là? Non, tu es dans la salle, peut-être pas. Bien, nous avons une de nos adhérentes qui m'a dit, écoute, il faut absolument que tu rencontres des personnes extraordinaires. C'est Sacha Lazimi et Jérémy Awad. Ce qu'ils font, c'est tout juste incroyable, pour être franc avec vous. Moi, je ne les avais pas décodés. Je sais qu'Alex regardait ça de très près. Et puis, ce qui m'a frappé lorsque je les rencontrais, c'est à la fois sa gentillesse, son humilité. Jérémy, à toi. Alors, ouais, donc on a cherché à faire une levée de fonds d'abord aux États-Unis. Donc, pour parler vraiment de ce sujet, on a cherché à faire une levée de fonds aux États-Unis. Et on a rapidement compris que tous les fonds, les gros fonds américains, donc je parle de Sequoia, Andreessen, tous ces gros fonds, avaient besoin en fait qu'on soit délocalisé là-bas. C'est-à-dire qu'au stade de notre entreprise, on était à l'époque que 4, je crois. Il fallait qu'on soit là-bas. Ils ne voulaient pas investir en Europe. Donc c'est vrai qu'on s'est alors beaucoup posé avec l'équipe pour réfléchir si on se voyait déjà travailler là-bas, vivre là-bas, parce que c'est vrai qu'aller vivre là-bas, c'est au moins pour 5 à 10 ans. Et donc on a décidé donc de refuser ces offres et de rester travailler en France. Donc pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'on n'a vraiment pas aimé la vie à San Francisco. Donc c'est vrai que personnellement, moi, je vois ça un peu comme une prison dorée, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup de travail et rien d'autre. C'est assez dur comme vie. Ensuite, c'est vrai qu'on est vraiment chez Yellow, 100% en fait de l'équipe est vraiment focus sur le produit, c'est-à-dire qu'on toutes les semaines on itère sur le produit, on est assez enfermé et on travaille vraiment sur le produit. Voilà, on a eu beaucoup de croissance. En un peu moins de 2 ans, aujourd'hui, on est à peu près à 10 millions d'utilisateurs et donc 600 000 utilisateurs quotidiens. Donc voilà, on a eu beaucoup de croissance. Et donc le seul focus que nous on a dans l'équipe, c'est donc de continuer cette croissance en travaillant sur le produit. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc on ne voyait pas l'intérêt, nous, d'aller le faire à San Francisco, alors qu'on le fait très bien à Paris. Voilà, on est une équipe qui fonctionne très bien. On voyait ça plus comme du défocus, comme une perte de temps, que un intérêt pour l'entreprise à ce stade-là d'aller travailler à San Francisco. Et enfin, en fait, on avait déjà fait, je crois, donc un recrutement de très haute qualité. Donc c'est vraiment, on adorait le profil. Et en fait, on s'est rendu compte que à Paris, on pouvait être une des apps consumer donc les plus tendances et attirer donc les meilleurs profils donc de Paris. Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est monter une petite équipe de gens qui sont vraiment très 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 doués. Et on voyait qu'on pouvait le faire à Paris et que justement, ça serait encore plus compliqué pour nous de le faire à San Francisco parce que l'écosystème est fait qu'il y a une concurrence folle, c'est-à-dire que les ingénieurs ils partent d'une entreprise à l'autre, ils coûtent vraiment très cher. Et à Paris, donc en étant une de ces startups avec le plus de croissance, on pouvait le faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, pour ces 3 raisons, on a décidé donc de refuser, de rester à Paris, de prendre le risque et donc on a réussi à le faire en restant à Paris. Voilà, on est assez content. Donc voilà, pour l'instant. Quelques chiffres sur ta communauté, s'il te plaît. Alors donc je le répète, Yellow aujourd'hui c'est plus de 10 millions d'utilisateurs, donc en un peu moins de 2 ans, donc une croissance un peu folle. À peu près donc 600 000 utilisateurs quotidiens. Je sais pas quel chiffre. Donc c'est un système de swipe. Donc c'est à dire qu'on a à peu près plus de 100 millions de swipes par jour. Donc vraiment un trafic assez fou. Arthur, notre CTO, a beaucoup de travail sur la scalabilité. Et aujourd'hui, on est une équipe de 5, bientôt 6. Donc voilà, c'est vraiment très important pour nous de rester une petite équipe. On n'a pas le temps vraiment de manager beaucoup de personnes. On veut vraiment que chaque personne ait un poste clé et ses responsabilités. Merci Jérémy, bravo à toi. Alors, c'est probablement notre... Philippe, c'est peut-être notre licorne, non? On ne sait pas. Hein. Bien. Thibaut, effectivement, Viadeo, tout le monde connaît Viadeo. Hein. Tout le monde a aussi suivi ce parcours. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître son fondateur et d'échanger avec lui. Voilà, c'était une triste histoire. Tu l'as fait renaître. D'accord. C'est quoi les ambitions? C'est quoi les enjeux? C'est quoi le positionnement? Là aussi, nos échanges ont été forts de sens, hein, puisque tu m'as dit il faut savoir être global, mais nous, on aime bien être local. Il faut savoir être fort sur son territoire national avant d'être fort sur l'international. Tu m'as cité le cas d'un acteur allemand, que tu citeras probablement. Voilà. Bien écoute, on t'entend avec impatience parce que je crois qu'on était tous sur Viadeo. Je ne sais pas, on pourrait lever la main, hein, mais on était très nombreux à être sur Viadeo et c'est vrai qu'on a migré de Viadeo à LinkedIn. Que s'est-il passé?
Alors, sur le numérique, on dit souvent, on valorise beaucoup le droit à l'erreur, surtout dans les startups, dans l'univers des entrepreneurs. Donc voilà, pour réussir, on peut échouer. Et ça, effectivement, permet de rebondir. Voilà, je crois que l'histoire de Viadeo, c'est plus une histoire de beaucoup de dispersion, à la fois sur le modèle économique, à l'international, et puis justement avec toujours la volonté de faire tout ce que faisait LinkedIn. Voilà. Or, face aux GAFA, ou face aux GAFAM, je vais rajouter Microsoft, Mais attends, on dit puisque GAFAMA, Microsoft, parce ouais, que Alibaba, hein, voilà, mais comme Microsoft a racheté LinkedIn en plus, voilà, j'ai plutôt tendance à parler des GAFAM. Mais on voit bien que c'est pas sur la puissance, c'est pas sur le volume sur lequel il faut aller se battre. Et parce que dans la comparaison, si on reste sur des quantis, quelle que soit la comparaison, c'est impossible de se comparer. C'est un peu, et si on essaie de absolument les ressembler, c'est la fable de La Fontaine. Hein. C'est la grenouille qui va ressembler au bœuf et qui finit par exploser parce que c'est compliqué quand on est une grenouille de ressembler à un bœuf. Donc, alors c'est vrai que les GAFAM, on les connaît bien dans le groupe Figaro. Je rappelle juste le groupe Figaro. En fait, on pense souvent Figaro, mais en fait, c'est un groupe qui est à la fois pluriel, qui s'est beaucoup diversifié, digitalisé. C'est le 4e acteur de l'Internet en France. Voilà. Derrière, les GFM, donc derrière Google, Facebook et Microsoft. Donc déjà, la reprise de Viadeo, on ne s'est pas dit, tiens, on va aller sauver Viadeo tout seul. Pourquoi on se dit qu'on peut rebondir sur Viadeo? C'est parce que justement, on fait partie d'un groupe qui touche 3 internautes français sur 4 tous les mois. Et puis, la filiale que je dirige est le numéro 1 de l'emploi privé sur Internet en France. Donc, on a pas mal de marques comme Cadre Emploi, Quel Job, Choose Your Boss, etc. Et donc, c'est grâce à toutes les synergies qu'on va pouvoir faire entre nos job boards et Viadeo qu'on a une chance de pouvoir le relancer. Donc, encore une fois, c'est parce qu'on est un écosystème qui touche beaucoup d'internautes tous les mois et qui touche beaucoup de talents également, parce que finalement, la réussite à la française, et vous le représentez, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on pourrait appeler les French talents. C'est ça la réussite à la française. Voilà. C'est nos talents qui, évidemment, alors sont parfois difficiles à trouver pour les entreprises. Et c'est pour ça aussi que nous, on se bat en tant que numéro 1 de l'emploi sur Internet en France. C'est qu'on n'a pas envie que pour que vous alliez chercher des talents français, vous n'utilisiez que des plateformes internationales. Alors, on a donné tout à l'heure le poids des GAFA. C'est vrai que sur la publicité digitale, je crois que sur le fixe, c'est 70%, sur le mobile, c'est 90% qui sont captés par Google et Facebook. Vous avez donné 80% en moyenne, mais en gros, c'est ça. Dans l'univers de l'emploi sur Internet, à date, c'est beaucoup plus petit que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux autour de nous. Et on va dire que nous, on a 25% de part de marché en France et globalement, 50% est capté par des acteurs internationaux. Alors, comment on résiste à ces acteurs-là, pas en allant lutter, ce que je disais tout à l'heure, sur le volume, sur la puissance, mais en allant se différencier. Et on se différencie comment? Et pour nous, c'est aussi une ligne directrice pour relancer Viadeo, sur la proximité, parce qu'on connaît très bien le marché local. Et c'est vrai que le recrutement, on le sait bien, c'est à la fois global et local. Et donc, c'est important de parfaitement connaître son marché. Et c'est vrai pour tous nos business, parce qu'on connaît bien les attentes de nos utilisateurs, de nos clients. Donc, on va pouvoir adapter notre produit là où les Américains, ils sont très très forts, mais ils imposent souvent un produit qui est le même à peu près partout dans le monde. Donc ça, c'est le premier point, c'est la proximité. Le deuxième point, c'est la confiance. C'est la confiance. Il y a un enjeu de protection des données personnelles, c'est évident. Alors en plus, il va y avoir la directive européenne qu'on va devoir tous appliquer à partir du 28 mai 2018, donc qui va effectivement nous obliger en matière de protection des données personnelles d'avoir des standards élevés. Donc ça, c'est bien, parce que ça va nous permettre aussi de nous différencier par rapport à des grands acteurs américains. Je rappelle quand même que en janvier, on a échappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu le décret anti-immigration de Trump, bon, finalement qui n'est pas passé, mais dans le décret, il était prévu qu'il revienne sur un accord de 2005 entre l'Union européenne et les États-Unis sur la protection des données personnelles des Européens, c'est-à-dire nous, inscrits sur des sites américains. Et l'idée de Trump, c'était de dire, non, on ne va pas protéger les Européens de la même manière que les Américains quand ils sont inscrits sur des sites américains. Bon, le problème, c'est qu'on est tous inscrits sur des sites américains, donc c'est un vrai sujet. Donc la notion, effectivement, de la confiance, c'est la protection des données, c'est la transparence, c'est expliquer en fait ce qui se passe, comment sont utilisées les données, et ça, c'est des enjeux évidemment très importants. Et puis évidemment, grâce à nos talents, il y a l'innovation, et on a plein d'exemples aussi autour de la table. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de... C'est vrai que c'est l'ouverture du Festival de Cannes aujourd'hui. Vous allez me dire, où va-t-il nous emmener mais c'est vrai que quelque part, on sait que Internet pour les Américains, c'est comme le cinéma.
dans les années, au XXe siècle, c'est un outil de colonisation culturelle et de colonisation mondiale. Et dans le cinéma, on a très très bien réussi, avec le cinéma français, à avoir une exception culturelle française. Alors c'est vrai que ça a été peut-être au départ pas mal subventionné, mais quelque part, aujourd'hui, on est très fiers du cinéma français. Alors, et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas, je ne sais pas s'il faut dire utiliser les acteurs français à la place des Américains, parce que je ne crois pas, et ça c'est un des enjeux qu'on a aussi sur Viadeo, c'est pas parce qu'on va dire on est made in France que les consommateurs vont venir immédiatement. Ça, on l'a remarqué d'ailleurs dans la campagne présidentielle, tous les candidats parlaient du made in France. De Le Pen à Mélenchon, tout le monde nous disait made in France, made in France, made in France. Le consommateur français, il réagit pas comme ça. Alors on a parlé, vous vous rappelez l'Allemagne tout à l'heure. Oui, en Allemagne, le réseau numéro 1, le réseau social professionnel numéro 1 en Allemagne, c'est pas LinkedIn, c'est Xing. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Xing? Ils ont été créés en même temps que Viadeo. Ils sont juste restés sur leur bassin pas tout à fait national, allemand, Autriche et suisse alémanique, ce qu'on appelle Dash. Et ils sont très très forts sur leur bassin parce qu'en Allemagne, il y a un réflexe des consommateurs allemands. Ils ne parlent pas du Made in Germany, mais je peux vous dire que dans le réflexe au quotidien, ils vont d'abord utiliser ce qui est allemand plutôt que ce qui peut être américain. Donc nous, l'idée, c'est pas de dire Made in France, même si on a un enjeu peut-être plus entre nous vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de sujets comme la souveraineté et la pluralité numérique française ou européenne. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut être comme les Russes, qui, je rappelle, ont fermé LinkedIn en janvier. Les Russes ont fermé LinkedIn en janvier parce que les données de LinkedIn ne sont pas hébergées en Russie. Je ne demande pas la même chose en France, je vous rassure, mais c'est vrai qu'on a un sujet de Made in France, mais par contre, vis-à-vis du consommateur, je pense que si on met juste en avant le Made in France, ça ne suffira pas. Donc il faut mettre en avant la proximité, la confiance, et puis l'innovation. Et le cinéma, finalement, m'inspire pas mal, parce que je crois que le cinéma français, moi j'adore aller voir des blockbusters américains, mais j'aime bien aussi aller voir des comédies françaises. Donc notre enjeu, c'est ça, c'est de trouver une place différente pour l'Internet français, parce qu'on a plein de startups, mais on a très peu de champions digitaux français, en fait. Voilà. Merci Thibault. Un point, donc je salue la FICAM, qui est notre partenaire et adhérent, la Fédération de l'industrie du cinéma et des audiovisuels, avec lequel nous travaillons beaucoup, qui n'est pas là aujourd'hui pour les raisons que tu viens d'évoquer, Thibault. Jean-Pierre. Oui, moi, ce que me fait réagir un petit peu cette discussion sur les GAFA, plusieurs points. D'abord, le point, je dirais, de l'incontestabilité de ces acteurs est une problématique sociale économique. En ce sens qu'on est une problématique qui est plus encore importante que celle qui a amené la loi antitrust. Parce qu'elle touche, je dirais, à la fois l'économique, le social, le politique, etc. Donc je pense qu'il y a une nécessité, finalement, que le monde s'organise. Non pas, entre guillemets, par rapport à une réaction par rapport au GAFA, mais on a une nécessité d'organisation parce que sinon, on va dans une forme d'acculturation à ces trusts économiques sur lesquels on sera de plus en plus dépendant. Alors, 2-3 exemples. Je crois qu'il y a l'exemple que nous représentons ici, c'est l'organisation des écosystèmes. En fait, aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure aussi sur les architectures d'écosystèmes, les initiatives qui sont prises avec la Cité des objets connectés et Hollande, on voit bien que les entreprises sont en train de prendre la main dans une forme d'organisation, notamment dans le partage d'expériences, dans la mise en relation et dans le business. Ça, c'est une forme d'organisation qui est assez nouvelle, entre guillemets, par l'ampleur qu'elle est en train de prendre aujourd'hui, de sa nécessité. La deuxième problématique, elle va tous vous faire sourire, c'est la problématique de l'organisation du monde politique. On a 2 problèmes fondamentaux. On a des politiques d'une façon générale, qui sont en apesanteur par rapport aux problématiques dites économiques ou du numérique. Et on a des politiques qui ne peuvent pas, je dirais, s'organiser au niveau européen pour traiter les problématiques qu'on a. On peut parler de Google, d'Amazon et d'Apple, mais enfin, je dirais, on a des problématiques de compétitivité, on a des problématiques de fiscalité, de concurrence fiscale, d'ouverture. Enfin, et ça, c'est un problème d'organisation européenne. Donc, je dirais que nous, ce que l'on peut faire en tant qu'écosystème, et on le fait, l'Observatoire comme média, le comité et d'autres, on le fait, c'est être force de proposition par rapport au pouvoir public pour leur dire, et à un moment donné, il faut s'organiser, il faut que les politiques s'organisent, et les problèmes de l'Europe, entre autres, c'est aussi être capable de traiter l'organisation politique vis-à-vis des grands trusts économiques tels que les GAFA.
Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait que on a un écosystème en France qui est assez particulier, qui est très paradoxal. Enfin, je dirais, on a toujours considéré que la France est un pays, on va dire, plutôt conservateur. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, on voit éclore un nombre de start-up impressionnants, que la délégation française est la deuxième délégation au dernier CES. Et pourtant, on a entre guillemets un petit peu toutes les tares du monde et on est bourré de paradoxes. Un des paradoxes, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est je dirais, les précurseurs que sont les fameuses licornes. C'est-à-dire ces boîtes qui sont valorisées 1 milliard, comme on dit, etc. Il y en a très peu en France, il y en a 3, il y en a 6 en Suède, il y en a à peu près 6 ou 8 en UK, il y en a... Bon, bref, il y a un décalage entre, finalement, le foisonnement des startups et puis l'arrivée à des tailles critiques. Et juste sur ce point, on nous pose souvent la question, on me sollicite souvent, on me dit, mais comment se fait-il qu'on ne fait pas émerger des champions européens dans le numérique, dans d'autres... En fait, il y a une réponse qui est presque qualitative à cette problématique, c'est que pour faire émerger des champions européens, il faut qu'il y ait la conjonction, une sorte d'alignement des planètes entre guillemets, l'univers des universités de la recherche, entre l'univers des entreprises, des PME, start-up et des grands groupes, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie entre guillemets, collaboration, un écosystème qui respire et qui partage. Et il faut une capacité de financement et il faut une conjonction fiscale. Et en fait, on s'aperçoit que sur la problématique en France de croissance, notre problématique, c'est que ces univers-là, même s'ils cohabitent, même s'ils collaborent de plus en plus, on n'a pas, je dirais, la capacité de collaboration qui existe dans d'autres pays. On peut citer Israël, on peut citer la Suisse, on peut citer les Allemands, on peut citer bien sûr les Anglo-Saxons. Par définition, notre problème encore aujourd'hui reste une forme de cloisonnement qui est encore trop important pour faciliter l'émergence de ces champions. Mais ça va changer. Bien, merci Jean-Pierre. Peut-être une question, des remarques à nos invités, et donc ici à table ronde. La première question, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Je vais briser la glace. Une question pour nos panélistes. Vous avez parlé, certains d'entre vous, évidemment des États-Unis, mais d'Israël et de l'Europe. Une analyse que je voudrais vous suggérer et puis vous faire réagir dessus. Les États-Unis, c'est un marché. Une entreprise américaine peut d'emblée atteindre un niveau mondial simplement en s'appuyant sur son marché national. Israël, c'est un tout petit marché, très puissant d'un point de vue technologique, mais d'emblée tourné vers l'international, puisque le marché local ne peut pas suffire à permettre la croissance des entreprises. Est-ce que nous, en France, finalement, on n'est pas en plein milieu du gué, avec un marché national qui, en soi, n'est pas ridicule, qui ne nous incite pas d'emblée à aller chercher à l'international, mais qui n'est pas suffisant, parce que par ailleurs, il n'y a pas de vrai marché européen, pour nous permettre de concurrencer d'emblée en termes de taille de marché accessible? Je pense que le sujet n'est pas la taille du marché, parce que la taille du marché, il faudrait commencer à penser européen. Et l'Europe, c'est 240, 250 millions. C'est pas très loin du marché européen. Et ça serait suffisant pour faire des entreprises à plusieurs milliards. Ce que je vois comme entrepreneur, comme cofondateur de compte, c'est la difficulté, même avec tous les côtés positifs de l'écosystème français, que c'est déjà un premier début, c'est à trouver des fonds. Ce que je pense, et l'exemple que tu posais dans le fait que si tu vas à San Francisco, ils t'auraient donné, je pense, plus d'argent rapidement, plus facilement, moins de contraintes, c'est de lever de l'argent. Ici, on a un problème de confiance, il y a un problème de croire dans les startups, de les financer. En Israël, cela est déjà fait parce qu'ils n'ont pas un marché, ils ont beaucoup d'argent, ils investissent, ils prennent des risques, ils font un calcul simple, une startup sur 10 réussit, ils récupèrent leur investissement. Ce que je peux vous dire en France, mais c'est plus difficile en Italie, et c'est plus ou moins pareil en Angleterre. Quand vous avez une startup, chercher le premier million, c'est difficile. Quand vous passez à 5 à 10, encore plus. Et aller à 50, j'imagine même pas. Donc le problème, c'est un problème de capital, c'est un problème de risque. Il faut changer un peu cette mentalité et croire dans le fait qu'en Europe, il y a la possibilité de faire de l'argent. Il faut donner de la confiance à ces entreprises, les financer et leur donner les moyens, parce que c'est une question de moyens, enfin. Je pense que c'est pas une question de marché. C'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est le cœur des défis, en fait. Et je pense dans ce monde digital,
le territoire est déterminant. Et le territoire est tout petit. C'est-à-dire, effectivement, San Francisco, Silicon Valley, c'est tout petit. Et tout se joue là. Et je pense que la comparaison avec le cinéma est assez intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que pour moi, le monde des startups, c'est beaucoup un monde comme Hollywood. Énormément, un monde très très dur, très peu de gens extrêmement connus et qui réussissent vraiment, et beaucoup de ratés. Et sur les recettes, ce qu'on a pu nous regarder dans l'étude qu'on avait menée, notamment en comparaison avec Israël. Alors Israël, juste un petit point, il y a 25% des financements dans les startups israéliennes qui viennent de Chine. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont attirés notamment par les Chinois, parce que les Chinois ont de plus en plus de talent, mais restent encore sur une vraie difficulté à trouver les startups qui correspondent à leurs enjeux. Sur les recettes, en fait, que nous, on a pu repérer, elles sont assez simples et elles sont très loin des clichés de l'entrepreneur qui ne va pas être diplômé, qui bosse dans un garage avec des pizzas. Alors peut-être que tu bosses dans un garage avec des pizzas, mais en fait, vous voyez, H&P, Hewlett Packard, ils avaient effectivement un garage, mais le garage, il n'était pas n'importe où, il était à Palo Alto. Ils avaient accès aux meilleurs chercheurs, donc je rejoins, de l'université de Stanford, et ils avaient des financements incroyables. Il y a 3 leviers fondamentaux qui marquent, en fait, qui indiquent l'ampleur de la compétition mondiale sur le sujet. Le premier facteur, c'est le capital humain, c'est-à-dire le niveau de formation des entrepreneurs. Et là, c'est assez fascinant. Si vous regardez les 100 entreprises, les 100 startups les plus à succès aux États-Unis l'an dernier, 50% des fondateurs étaient issus des top 10 américaines. Donc Harvard, MIT, etc. Et 90% des fondateurs avaient un diplôme universitaire. Donc on est très très loin du mythe de l'autodidacte sympathique qui crée une boîte comme ça parce qu'il veut. Alors oui, il y a Franck Provost en France, deuxième confrère mondial, il était coiffeur au départ, mais c'est juste le cas aberrant au niveau statistique. Donc il y a un enjeu majeur sur la formation des talents, et je pense qu'un des défis de la France, c'est la capacité à travailler ensemble. La chaire entrepreneuriat, dont le petit nom est Chéri, avec tous les E que vous voyez pour chaire entrepreneuriat de SCP Europe, et essaye de collaborer avec des ingénieurs, des développeurs, des designers. Et un des défis, c'est ce silotage dans les institutions françaises qui sont très complexes. Deuxième sujet majeur qui a été évoqué en partie, c'est évidemment l'argent, le capital économique, au-delà du capital humain. Donc là, il y a des enjeux de montants investis. Juste quelques chiffres. La Chine, en 2015, l'investissement moyen des VC, c'est 8 millions de dollars. Aux États-Unis, c'est 6, et en Europe, 2,5. Au-delà de cet enjeu des montants, ce qu'on repère, c'est la formation des gens qui financent est assez différente aux États-Unis et en Europe, même si ça change beaucoup en France récemment, avec des gens qui sont beaucoup plus acculturés à l'entrepreneuriat parce qu'ils ont été eux-mêmes entrepreneurs, beaucoup plus de scientifiques, beaucoup plus de gens qui ont des MBA, et donc un monde VC qui évolue fortement, mais qui quand même vient beaucoup du monde de la banque. Et dernier point majeur, c'est le capital social. Et là, c'est assez aussi fascinant, c'est-à-dire que je vais juste vous donner une liste qui montre l'ampleur du phénomène. Je vais vous citer quelques entreprises. La liste est trop longue pour que je m'en souvienne totalement. Si vous prenez Yammer, Slide, Yelp, SpaceX, Solar System, Tesla, LinkedIn, YouTube, Reddit, Yahoo, Square, Instagram, Airbnb, Eventbrite, Evernote et Tumblr, toutes ces entreprises-là ont été soit financées de façon importante, soit créées, soit conseillées de façon significative par les anciens fondateurs de PayPal. Aux États-Unis, on parle de la PayPal Mafia. Et donc, un des sujets majeurs, c'est les relations entre, non pas des grands patrons, etc., pas seulement, mais aussi les relations entre des entrepreneurs à succès et les jeunes entrepreneurs, et comment on crée des filiations. Et on voit que les entrepreneurs français font leur boulot de plus en plus sur ce sujet, c'est assez remarquable. Mais on est peut-être à la 2e ou 3e génération d'entrepreneurs à grand succès en France, contre sans doute 5 ou 6 aux États-Unis. Merci Sylvain. Thibaut, un mot. Juste pour compléter, c'est vrai que la question de la taille, c'est pas simple, parce que puis même pour des investisseurs, on a quand même besoin, au-delà des premiers financements early stage des startups, après de délivrer un business model. Donc, pour pouvoir avoir la confiance de dire, allez, on investit encore plus pour aller à l'international. Donc, le marché français pour ça est un bon test. Alors, c'est vrai que ce qui est difficile en Europe, c'est que ça vous a pas échappé, on est sur des langues différentes. Donc, pour les sites, c'est pas toujours simple, même si avec l'intelligence artificielle, bientôt, ça sera plus un problème. Mais enfin, jusqu'à maintenant, ça pouvait l'être. Voilà. Et puis après, c'est vrai que je pense qu'on peut, pour continuer sur ce parallèle avec le cinéma, le cinéma français aujourd'hui, il s'exporte vachement bien dans le monde. Les talents français, ils s'exportent partout dans le monde aussi. Donc on peut arriver à avoir une base en France, tout en, c'est pas un repli sur soi non plus, tout en ayant des velléités d'aller se développer aussi à l'international. Mais c'est vrai que la taille fait que je sais pas s'il faut aller
sur cette confrontation de taille avec tout de suite les acteurs américains, parce que c'est vrai que pour toutes les raisons que vous avez évoquées, on se met tout de suite sur un échiquier qui nous est pas favorable. Voilà. Donc, d'où la différenciation qui me semble importante. Merci Thibault. Je vais demander à Yasmina Jaïdi de venir nous rejoindre. Ça, c'est encore une histoire de Pascal. Elle m'a dit, tu sais Dominique, il y a une personne formidable qu'il faut que tu connaisses, et qui est Yasmina, qui est co-auteur d'un ouvrage. Vous voulez là, comme vous voulez. Allez, là, moi je prends le micro. On change. Et qui, effectivement, va nous parler du regard à l'international, donc de la prouesse à la française. Je crois que c'est aussi un très joli clin d'œil sur ce que nous sommes. Bonjour à tous, merci Dominique. Et bonjour à tous les panélistes. Donc moi, je suis Yasmina Jaïdi, je suis professeure affiliée à ESCP Europe. Et c'est vrai qu'on a... Alors là, on a parlé en fait des startups, de la French Tech. Et au travers d'un gros travail de recherche que j'ai mené avec Franck Bournois, le directeur général de l'école, et Ezra Suleiman, qui est professeur à Princeton, nous, on a voulu aller voir les gros mastodontes du CAC 40 en se posant la question finalement de la culture managériale française. Est-ce qu'elle existe? Et si oui, qu'est-ce qui la caractérise? Et ça a donné lieu à l'écriture d'un ouvrage qui s'appelle « La prouesse française, le management du CAC 40 vu d'ailleurs », qui est publié aux éditions Odile Jacob. Et le point commun qu'on a, c'est que finalement, on a été très surpris par les résultats positifs et par les impressions positives qui se dégagent de notre étude sur le management à la française. Alors, en quelques mots, parce que le temps est compté, je vais vous dire un petit peu ce dont il s'agit, ce projet de recherche, les principaux résultats. Et je vais zoomer sur le sujet du jour, parce qu'il se trouve que dans nos résultats, il est ressorti du fait que ces grandes entreprises du CAC 40 ont aussi, à l'image des startups françaises, une vraie culture de l'innovation, une vraie culture de l'entrepreneuriat. Et ça sera mon petit zoom pour illustrer ça et être en ligne avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce livre, il est en fait parti d'un constat. C'est que quand on parle de mondialisation, il y a deux écoles, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui disent, bon, la mondialisation, la France dans tout ça, elle est très particulière. On a une certaine façon de gérer la hiérarchie, on a une certaine inflexibilité, c'est ça souvent qui ressort quand on regarde les écrits sur la France dans le passé. Il y a une forme aussi de réseau à la française qui est constituée par nos grandes écoles. Et puis, il y a ceux qui disent, mais non, dans ce jeu de la mondialisation, toutes les pratiques managériales se diluent. Il n'y a pas vraiment de management français, il n'y a pas vraiment de management allemand, etc. Tout se dilue. Et partant de ça, partant de ce constat et de ce débat, notre ambition à tous trois, c'était en fait d'interroger les pratiques managériales du CAC 40, de plonger en leur cœur, mais en ayant un regard décentré, en faisant quelque chose qui ne s'était pas encore fait dans tout ce qui est recherche interculturelle, c'est-à-dire qu'on est allé interroger les managers étrangers qui travaillent dans les grands groupes du CAC 40. Et on leur a demandé de nous parler des Français avec qui ils travaillent au quotidien. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, on a toqué aux portes de tous les grands groupes du CAC 40. In fine, on en a eu 20 qui ont bien voulu participer à cette recherche, qui est absolument indépendante, qui n'a pas du tout été financée par les entreprises. Donc 20 groupes ont accepté de participer. Quand ils ont accepté, ils nous ont donné un minimum de 100 noms de managers étrangers qui travaillaient soit en France, soit dans les filiales à l'étranger, qui étaient à tout niveau de la hiérarchie, des jeunes, des moins jeunes. Et au total, on a contacté 5000 managers étrangers dans ces 20 groupes du CAC 40. Et bon, le jeu des enquêtes, etc., fait qu'on a eu 2500 réponses. On a fait pas mal d'entretiens. Et puis, on a fait aussi en fait, une grande enquête en ligne qui avait à la fois des données quantitatives et qualitatives, donc beaucoup de verbatim, mais aussi des données statistiques qu'on a analysées. Donc, 2500 personnes qui nous ont parlé du management à la française. C'est 96 nationalités. Ils sont installés dans 75 pays. Mais tous, leur point commun, c'est de travailler pour un grand groupe du CAC 40. Alors... en quelques mots, les grands résultats. Quand on a un peu analysé nos données quantitatives et qualitatives, on a en fait été très surpris par la somme de choses positives que ces étrangers nous ont dites sur le management à la française. Et c'est pour ça que ce livre, on l'a appelé « La prouesse française », parce qu'on a voulu, pour changer un peu de toujours du défaitisme auquel on a souvent tendance en France, on a voulu mettre en avant toutes les choses positives qui émergeaient, et ça constitue une grande partie de cet ouvrage. Alors, avec 3 grandes conclusions du livre.
Premièrement, on se rend compte en écoutant ces managers étrangers que les entreprises françaises, en tout cas celles du CAC 40, se sont très très bien adaptées aux contraintes de la mondialisation et elles ont su vraiment transformer leurs pratiques managériales. On voit une différence entre ce qui se disait de la France il y a 20, 30 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de vraies transformations en cours. Ensuite, deuxième conclusion, c'est qu'il y a vraiment des qualités dans le management français. Et il y a 4 grandes qualités qui émergent dans le livre. La première, c'est le sens de la performance. 80% des personnes interrogées nous disent l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a une vraie culture de la performance. On nous pousse à toujours faire mieux, à donner le meilleur de nous-mêmes. La deuxième qualité, c'est que c'est un management, et là je rejoins Sébastien, c'est ce côté très humain du management à la française. On est en fait un intermédiaire entre un paternalisme asiatique, par exemple japonais, et puis quelque chose de beaucoup plus transactionnel aux États-Unis. Bon, on vient, on s'en va, où les choses sont beaucoup plus transactionnelles. Voilà, on prend ce qu'on peut prendre dans l'entreprise. Là, on est vraiment dans des entreprises qui placent le développement de leurs collaborateurs au cœur de leurs pratiques. Et c'est extrêmement ressenti par les managers étrangers, en tout cas, qui travaillent dans ces entreprises et qui disent à 60% d'entre eux, mais je suis dans une entreprise qui est profondément humaine. Après, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est qu'on a dans ces grandes entreprises françaises une vraie alliance de rigueur et de flexibilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps est voilà. Et puis, c'est là sur ce point que je voudrais juste un petit peu zoomer, c'est l'esprit d'innovation. Et ça nous a aussi marqué. Il y a un vrai esprit d'innovation dans ces entreprises et qui est partagé, en tout cas qui est transmis par les étrangers qui travaillent dans ces entreprises. Je passerai sur les points négatifs pour rester juste sur les positifs. Que positif. Voilà. Ici, on n'est toujours que positif. Vous pourrez regarder dans le livre, il y a toute une partie là-dessus quand même, il faut être aussi réaliste. Alors juste le petit zoom sur l'entrepreneuriat dans les grands groupes, comment ils se manifestent. Eh bien, ils nous disent finalement, on nous encourage à partager nos idées. On est vraiment dans un... Il y a plein d'endroits dans ces entreprises où on est dans un chaos créatif et c'est surtout les moins de 40 ans qui sont très sensibles à cela, qui nous disent si tu crois en quelque chose, on te donne ta chance. La culture managériale française favorise l'intrapreneuriat, je cite, et on te laisse faire le job comme si tu étais le patron de ta propre entreprise. On laisse libre cours à l'interprétation que chacun fait de son job. Donc ça, c'est le point qui est ressorti. Et qui est en fait un réel changement au regard de ce qui se disait sur la France par le passé. Avant, c'était le monde des belles idées. Aujourd'hui, on est dans le monde des réalisations concrètes et d'une véritable appropriation très pragmatique de son job pour pouvoir faire ses preuves. Alors, je finirai par 2 choses. Premièrement, vous dire que vraiment la France et les grands groupes français sont vraiment à l'avant-garde sur ce sujet. Et quand on regarde par exemple les 500 entreprises classées par Forbes, dedans il y en a bien sûr des entreprises françaises, et bien ce sont les entreprises françaises qui à 92% investissent le plus dans des start-up sous la forme d'incubateurs, sous la forme de fonds d'investissement. Quand les États-Unis, dans les grands groupes américains, ce ne sont que 45% d'entre eux, par exemple, qui investissent dans des startups. Donc c'est intéressant de voir que l'esprit d'entreprise est fort dans ces grands groupes du CAC 40 et que finalement, bien sûr, il y a la French Tech et puis il y a aussi la French Touch du management. Voilà. Merci Ashwina, on peut vous applaudir. Eh bien, encore un grand merci à vous d'être venus jouer ce jeu ce matin.